on a eu une dame qui s'occupait de sa tante depuis longtemps et qui avait des pathologies assez lourdes. Elle m'a dit à un moment, j'étais dans la maison et donc il y avait une Charlie qui était avec ma mère et elle se baladait dans le jardin, elle papotait sur les plantes. Et j'ai vu ma tante avec un sourire, mais ça faisait des années que je ne l'avais pas vue comme ça. Je suis carrément sortie de la maison de peur de casser ce moment. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous. Alors, l'idée du podcast aujourd'hui, c'est pas de faire une imitation de Rocky. J'ai juste une extinction de voix. Et comme j'ai une invitée qui a fait le déplacement de Paris jusque Lille, je me suis dit, on va le faire quand même. Désolé pour vos oreilles, mais voilà, c'est comme ça. Bonjour Lucille. Bonjour. Donc on est avec Lucille Valton, qui est la cofondatrice de Granny et Charlie. Et moi, je ne vais pas expliquer ce qu'est Granny et Charlie. Je vais juste, puisqu'elle l'expliquera elle-même, remercier l'équipe de Teamify, qui est une entreprise de La Ruche, de Tourcoing, donc qui m'a mis en relation avec toi, puisque tu es une de leurs clientes. Tout à fait. Et qui m'ont dit, je pense que ça pourrait être intéressant de faire un podcast avec Lucille. Donc je vais essayer de ne pas enchaîner les phrases trop, parce que je vois que la voix, elle part direct. On va démarrer comme d'habitude sur le podcast avec le portrait chinois. Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis ? Je dirais la Savoie et en particulier Saint-Paul-en-Chablais. C'est là où j'ai une maison familiale et ça me fait penser aux vacances, le lac, la montagne, ça m'apaise, donc j'adore. Merci, tu nous fais voyager. Si je te parle d'un plaisir gourmand. Alors, ça va être très difficile parce que je suis excessivement gourmande. J'ai des phases où j'aime beaucoup les pâtisseries, les tartes au citron. Ça a été une passion pendant longtemps. Mais là, récemment, je me suis mis comme objectif avec mon mari de tester une nouvelle boulangerie dans Paris une fois par semaine. Donc, on fait des petits tests pour découvrir des petits trucs. Et donc, chez Beau & Demi, c'est une chaîne, enfin une mini-chaîne de boulangerie qui a ouvert sur Paris, qui sont assez créatifs et ils ont des pains au chocolat où ils mettent du chocolat noir dans la pâte feuilletée. C'est assez gourmand, croquant, avec une sorte de feuilletine chocolat noisette à l'intérieur. Un délice. Donc C'est malin maintenant, je vais avoir faim. C'est pas grave. Bientôt l'heure du goûter. Ouais, si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps. J'aime beaucoup le triathlon. Ok. Voilà. C'est pas une passion commune, hein, mais... C'est pas une passion non plus, mais j'aime beaucoup ce sport. Je l'ai découvert grâce à une amie dont le mari est coach justement pour femmes en triathlon. Et j'ai adoré la diversité des sports, le fait que on le fait vraiment pour s'amuser avec pas mal d'amis. Et donc, ça nous permet de découvrir des endroits où il y a un peu de montagne, un peu de dénivelé pour le vélo, des paysages magnifiques avec des étendues d'eau. Et donc, à chaque fois qu'on fait des triathlons, on découvre aussi certaines régions de France, le terroir et tout. Et j'adore. Et je suis assez sportive, donc ça me fait plaisir. Ok. Et on va terminer par une personnalité ou une personne qui t'inspire ou des personnes qui t'ont inspiré. Voilà, c'est toi qui vois comment tu veux répondre à cette question. Ok. Il y a pas mal de personnes qui m'inspirent sur des phases très différentes de ma vie. Après, en ce moment, vu que je suis très dans mon projet d'entrepreneuriat Granny et Charlie, forcément, c'est des entrepreneurs qui m'inspirent. Récemment, j'ai écouté une interview de Justine Hutto
qui, je crois, est même plus jeune que moi. Et son dynamisme, son naturel et la cohésion familiale qu'elle a su garder, malgré son succès et tout ce que ça amène, m'a pas mal inspirée. C'est la fondatrice de Respire, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, oui. Je suis désolée, je ne l'ai pas présentée, mais oui. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Ok, donc Justine Hutto, très bien. Oui. Avant de rentrer dans le podcast, j'aimerais te poser une question que je viens de rajouter à ma liste après le portrait chinois. Okay. Si je te parle d'entrepreneuriat, c'est une histoire de, chez toi, père, mère, fille. C'est une histoire plutôt d'une volonté de longue date, mais tu as pris le temps d'y arriver. Ou c'est juste une question d'opportunité? C'est et l'opportunité et une histoire de longue date. Donc, dans ma famille, on n'a pas d'entrepreneur stricto sensus. Mon père est DRH et ma mère travaille dans l'éducation nationale, donc aucun rapport. Il n'y a aucun scientifique non plus, mais on va dire que mon grand-père maternel a fait la marine et ça a été parmi les premiers marins qui est noir à avoir un grade assez haut placé, un aventurier qui a vu l'Antarctique, notamment. Et du coup, dans ma famille, il y a quand même un côté d'aventure qui est là, même si ce n'est pas forcément entrepreneurial. Et donc, ils ont parcouru pas mal de pays, justement, pour suivre papy. Donc, je pense que ça m'a aussi inspirée à me bouger les fesses et à faire quelque chose qui sortait un peu du commun. Et pendant mes études, j'ai fait une école d'ingénieur et donc spécialisée en informatique et en système embarqué. Et dans ces études-là, dans cette école, il y avait une forte culture entrepreneuriale où on faisait comprendre aux étudiants qu'est-ce que ça voulait dire. Il y avait un incubateur à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on a été assez sensibilisés et c'est une chance parce que ce n'est pas le cas pour tous les types d'études ou tous les milieux. Et donc ça m'a mis un premier petit tic dans mon cerveau. Et donc j'ai pris cette option entrepreneuriat. Pendant mes études, j'ai essayé de créer ma première boîte. Qui était très axée sur le handicap. J'ai dû mettre fin très rapidement parce que c'était pas rémunérateur. J'avais besoin d'avoir un salaire, un loyer, etc. Normal. Et donc, j'ai eu une carrière ensuite assez standard. Et puis, l'occasion a fait que j'ai pu, après... partir en entrepreneuriat, on pourra revenir dessus. Ok, bien sûr qu'on va y revenir. J'ai pris l'opportunité de ta présence pour faire quelque chose que j'avais jamais fait, je m'en suis rendu compte, c'est que aujourd'hui dans les boîtes, on a une dénomination. Oui. Toi, tu es CTO, donc CTO pour parler en français. Je vais le faire en français pour ceux qui écoutent, parce que sinon, avec ma voix et mon accent, c'est une catastrophe. Donc, il y a aujourd'hui CEO, CO, CTO qu'on voit. Est-ce que tu peux juste prendre 2 petites secondes pour nous expliquer quelle est la différence pour que les gens qui vont des fois sur LinkedIn et voient des trucs disent ça ressemble à quoi? De quoi ils parlent. Ok. Je l'ai donné les dénominations, on va dire, presque officielles, standards, mais il faut savoir que dans les entreprises, surtout quand elles sont petites, ça varie énormément en fonction des caractères et puis du marché de l'entreprise. Donc CEO, c'est CEO du coup, c'est le président de l'entreprise. Donc généralement, c'est celui qui a le rôle de représentation. C'est l'image de l'entreprise pour l'extérieur. Le COO, c'est Chief of Operation. Donc en fait, c'est vraiment celui qui va gérer l'intérieur de la machine pour faire en sorte que tout fonctionne correctement. Donc lui, il est plus en interne, s'assurer que les processus marchent correctement, que tout le monde va bien dans l'équipe, etc. Et à côté, on peut avoir un CTO, donc Chief Technical Officer, qui lui est en charge de toute la partie technologique. Et donc, selon les entreprises, ça peut être très varié. Mais du coup, moi, c'est la partie informatique en particulier. OK. Merci pour cette explication. Tu es la première à le faire. Donc, merci. On a mis un petit temps avant de l'expliquer. Donc, tu vois, deuxième saison, c'est pas mal. Donc, l'idée là, c'est que je vais te laisser la parole. Et ça m'arrange beaucoup. Déjà, d'habitude, je le fais. Mais là, ça m'arrange beaucoup de te laisser la parole. Pour nous expliquer un petit peu quel est ton parcours pour qu'on en arrive à comprendre pourquoi tu es arrivé sur le projet Granny et Charlie
Et puis, une fois qu'on sera arrivé là, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Granny et Charlie, puisqu'on ne l'a pas encore expliqué, c'est le but. Bien sûr. Et de pouvoir nous dire un petit peu par où tu es passé, puisque le but du podcast reste aussi celui de dire on est passé par là, on a eu tel échec ou telle réussite, et pourquoi on peut le réexpliquer comme ça, et vous pouvez vous en servir ou pas de ce que nous on a vécu. Donc je te laisse nous parler de ton parcours. Ok, super. Je vais essayer d'être assez concise. Donc pour mon parcours, comme je vous le disais, j'ai fait des études d'ingénieur généraliste, mais avec une spécialité en informatique et système embarqué. Et donc, dans mon école, il y avait cette culture entrepreneuriale et des professeurs qui nous poussaient à comprendre toute cette partie. Donc, c'était intéressant parce que même pour mon aventure, le côté CDI, salarié que j'ai pu avoir, ça m'a permis de comprendre plein de choses. Je me suis dit comment ça fonctionne l'entreprise. Et donc, quand je suis arrivée en entreprise, j'avais envie de comprendre aussi, au-delà de mon métier, comment dans sa globalité, ça fonctionnait. Donc, c'était assez enrichissant pour moi. En sortie d'études, j'avais besoin d'avoir un salaire. J'avais pas forcément... Mes parents n'ont pas de problèmes financiers, mais je veux dire, fallait quand même que je puisse avoir un loyer, tout simplement. Donc, j'ai préféré arrêter l'entrepreneuriat et travailler dans une entreprise de conseil qui s'appelle EY. Donc, c'est un cabinet de conseil en informatique. Et à côté de ça, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir avoir des projets. Il faut savoir que je suis un caractère un peu touche à tout. Et donc, j'adore avoir 1000 projets en parallèle. Et donc, j'ai fait du mécénat de compétences et, pour des associations ou des entrepreneurs sociaux pour lesquels j'avais une petite sensibilité pour leurs projets. Je créais... Faut peut-être que tu expliques un tout petit peu rapidement ce que c'est le mécénat. Non, dis pas pardon, mais peut-être expliquer ce que c'est le mécénat de compétences, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter, qui vont se dire tiens, je sais pas ce que c'est, ça peut m'intéresser. Ok, du mécénat de compétences, c'est du bénévolat, tout simplement. C'est juste que c'est une partie du bénévolat. Il y a 2 manières d'être bénévole. Soit on va faire des actions, on donne de son temps, soit on donne de sa compétence. Mais donc, du coup, quand c'est de la compétence, c'est du mécénat de compétences. Okay. Donc, par exemple, pour donner de mon temps, régulièrement, je faisais la cuisine pour pouvoir faire des paniers repas pour des personnes qui étaient sans domicile autour de chez moi. Donc ça, c'est du bénévolat plus standard. Et de l'autre côté, pour des associations qui avaient des actions que je trouvais incroyables, mais des personnes qui étaient très éloignées, même si très jeunes, très éloignées de l'informatique, qui ne savaient pas forcément faire un site internet. Instagram, ça leur faisait plaisir de l'utiliser à titre personnel, mais après, faire des posts, etc., c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, moi, j'avais cette valeur ajoutée de comprendre le monde du digital et donc de pouvoir les accompagner là-dessus. Okay. Et donc, c'était ma manière d'avoir mes petits projets entrepreneuriaux. Et donc, j'ai vécu un peu par procuration l'entrepreneuriat. Mais c'est pas mal. Ça me faisait plaisir. Et puis, aussi, avec mon travail salarié, j'apprenais du monde de l'entreprise. Je voyais énormément de grands groupes de PME. Et donc, je me disais, à chaque fois, j'avais quand même en tête un moment de trouver mon entreprise idéale. Et donc, je me disais, ça, clairement, je ne veux pas le retrouver. Ça, j'adore. J'aimerais bien que ça puisse être dans ma future entreprise, que je crée ou que je rejoins. Et donc, du coup, je me faisais ma petite checklist pour savoir dans quel monde j'avais envie d'évoluer d'un point de vue professionnel. J'ai travaillé ensuite chez Accor pendant 2 ans. Et là, je me suis un peu plus rapprochée de l'entrepreneuriat. J'ai été prise à l'audit interne informatique. Donc, c'était hyper intéressant parce que je voyais autant les DSI locales, les équipes qui s'occupent de toute la partie digitale dans le groupe, mais aussi on pouvait accompagner les startups qui avaient été rachetées par Accor pour voir comment gérer l'intégration, comment gérer leur développement. Et donc, ça me remettait dans cette ambiance un peu dynamique des startups que j'adorais. Et j'ai postulé en interne à un projet RH d'intrapreneuriat. Donc, l'objectif, c'était d'arriver avec un projet quelconque. Eux, ensuite, ils allaient créer des équipes et on était accompagnés par
un incubateur, donc des professionnels de l'entrepreneuriat, pour développer une nouvelle activité au sein du groupe. Et donc, on était vraiment traités comme une start-up. J'étais à mi-temps dans ce programme-là, mais avec la sécurité d'avoir mon emploi, les moyens d'une grande entreprise. Avec le recul, je me rends compte que c'était incroyable. Maintenant que tu es dedans, Maintenant que je suis dedans, je me dis waouh, c'était beau. Et puis le réseau qui va avec, qui est aussi hyper important quand on se lance. Et donc ça, c'était passionnant, j'ai adoré. Ça m'a refait dire qu'en fait, j'avais pas envie de travailler dans une start-up, j'avais envie de créer ma start-up. Malheureusement, il y a eu le Covid. Le Covid est arrivé. Nous, on avait pitché notre projet auprès du directeur RSE, qui était à l'époque au COMEX du groupe. Je ne sais pas si la RSE est toujours au COMEX de chez Accor. Mais du coup, il était vraiment un fervent ambassadeur de notre projet. Il avait envie qu'on y aille. Mais malheureusement, avec le Covid, les gens mouraient. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment d'autres points à traiter que la RSE. Je vais me permettre, mais c'était une période aussi où pour le groupe Accor, ça a été une période économique un peu difficile, puisqu'il n'y avait plus de tourisme, etc. Donc je suppose que dans ces cas-là, on recentre ses activités sur l'essentiel. Tout à fait. C'était très compliqué parce que d'une certaine manière, tout était à l'arrêt, mais au démarrage, on ne savait pas pendant combien de temps. Donc, à titre personnel, ça va faire très enfant gâté, mais je me disais, mais ok, il y a une petite crise, mais après, c'est pas pour autant qu'il faut pas aller dans ce sens-là, parce que l'histoire va dans le sens justement de l'écologie, il faut faire changer. On avait dit que ça serait l'année de la RSE au sein du groupe. Pourquoi est-ce qu'on arrête ? Et parce que j'avais pas cette vision en fait, le Covid allait durer et ça allait mettre à l'arrêt beaucoup plus de choses. Et donc, après, grâce à mon autre activité d'audit, j'ai compris en fait l'ampleur des dégâts, malheureusement, l'impact que ça avait sur les hôtels. En informatique, les équipes étaient débordées et donc c'était très contradictoire parce que toute l'opérationnel était à l'arrêt, mais justement, il fallait pouvoir tout réguler. Il y avait des remboursements et donc il y a eu pas mal d'équipes qui étaient sursollicitées et qui se donnaient à fond. Donc, c'était une ambiance de gestion de crise assez particulière, mais qui m'a pas arrêtée. En fait, je me suis dit, moi, j'ai vécu j'ai repris goût là à l'entrepreneuriat. Je comprends que c'est une période de crise, mais en fait, même si j'adore mon équipe, j'adore mon métier, j'ai vraiment envie d'y aller. J'étais encore plutôt jeune, bien établie dans la vie, pas encore mariée, mais ça allait se faire après. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, on en a discuté avec mon compagnon. Il me dit, si tu as besoin, moi, je te soutiens dans cette démarche, donc go. Et donc, j'ai commencé à feuilleter les magazines en même temps que je travaillais. J'étais à temps partiel. Et donc, j'ai trouvé les Échos Entreprendre. C'est sur le site de la partie entrepreneuriat des Échos. Il y a des petites annonces. Donc, je le dis, petite astuce pour les gens qui cherchent des idées et qui n'en ont pas. Et donc, tout le monde peut mettre ses demandes pour rechercher des associés. Et donc, tous les mois, il y a des nouvelles personnes qui disent moi, mon entreprise, c'est ça, je recherche un associé qui a plutôt ce profil, contactez-moi à telle adresse. Et donc, je lisais tous les mois les annonces. À un moment, je suis tombée sur Granny Charlie. Je dis à un moment, au bout du 2e mois, c'était assez rapide. Hein. Au bout du 2e mois, j'ai découvert Granny Charlie et l'idée, je l'ai trouvée hyper intéressante. Je laisse beaucoup de suspense, je me rends compte qu'on n'a pas encore expliqué, parce que j'explique tout de suite ce que c'est. Justement, ça va être, à mon avis, le bon moment pour expliquer quelle est la genèse et d'où vient Granny et Charlie, puis après on va raccrocher le wagon avec ton histoire. Ok, du coup j'ai expliqué en 2 mots ce que c'est et du coup comment ça a démarré. Donc Granny et Charlie, c'est un service qui met en relation des jeunes avec des personnes âgées pour aider les personnes âgées à se maintenir au domicile et à garder une autonomie. Et donc, tous nos services sont basés sur le lien social et on fait un matching avec les centres d'intérêt du duo. Parenthèse fermée, maintenant que vous avez le contexte.
Donc, comment est-ce que ça a commencé ? Donc, vous l'avez compris, c'est mon associé qui a eu cette idée de Granny et Charlie. Et elle l'a eu à un moment, donc pour elle, c'était vraiment, on va dire, une opportunité. Elle venait de se faire licencier chez Johnson & Johnson. Donc, elle travaillait dans le milieu pharmaceutique. Elle a travaillé pendant longtemps dans la pharma. Et avec ce licenciement économique, il lui laissait le choix de justement avoir un accompagnement pour créer son entreprise ou se reconvertir. Et donc, elle s'est dit, pourquoi pas ? C'est le moment aussi de créer son entreprise. Elle cherchait des idées, mais sans grande conviction. Et à ce moment-là, sa grand-mère, malheureusement, a chuté dans son appartement. Et donc, s'est retrouvée bloquée chez elle, à ne pas pouvoir sortir parce que d'une, la peur, elle avait peur de rechuter. Donc, même si elle était assez autonome, il y avait cette petite angoisse. Et ça lui a créé pas mal de difficultés cognitives par la suite, parce qu'elle s'est retrouvée isolée du reste du monde. Elle ne pouvait plus faire son marché, elle voyait plus ses commerçants qui étaient aussi devenus des amis avec le temps. Bref, elle était bloquée de son écosystème habituel et donc en termes de capacité cognitive, sa famille voyait qu'il y avait un léger déclin. Donc, ils ont décidé de trouver quelqu'un pour l'aider à justement se déplacer, aller à l'extérieur de chez elle. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème sur le marché, c'est que impossible de trouver des auxiliaires de vie. Il y a une pénurie énorme en France d'auxiliaires de vie. Actuellement, il y a 300 000 postes à pourvoir, donc c'est excessif. Et donc, forcément, les personnes qui sont autonomes ne sont pas prioritaires. Donc, la grand-mère d'Amélie, qui était encore autonome, qui n'avait pas besoin de quelqu'un pour s'habiller, manger, des besoins très primaires, là, elle n'était pas prioritaire. C'est qu'elle avait un degré d'autonomie pas suffisamment bas pour pouvoir bénéficier de quelqu'un, mais elle avait quand même un besoin pour combler ce manque. On va dire qu'elle était autonome à 75%, et pour pouvoir bénéficier, il fallait qu'elle soit peut-être à 50%, j'en sais rien, je donne des chiffres, mais pour comprendre un petit peu la logique. C'est exactement ça. Okay. En fait, c'est que par rapport à des personnes qui ont besoin d'une aide pour vivre, vraiment, je ne mâche pas mes mots, pour vivre, forcément, la grand-mère d'Amélie n'était pas prioritaire, seulement d'un point de vue de sa santé. À partir d'un certain âge, quand on est isolé, qu'on ne bouge plus de son appartement, on décline très vite. Ça peut vraiment se jouer en l'histoire de quelques mois. Donc, je ne vais pas plomber l'ambiance directe, mais ça peut être, forcément, ça va amener de la dépression. Qui dit dépression, souvent dit des problèmes de nutrition, et donc des carences, et donc des fragilités, des chutes, hospitalisation, enfin bref, ça peut aller très très vite. Donc sa famille qui est assez axée sur le médical, son père est vétérinaire, sa sœur est podologue, savait qu'il fallait absolument faire quelque chose pour pas qu'elle décline rapidement. Et donc Amélie, qui est assez débrouillarde, a fait une petite annonce, qui a posté une petite annonce au niveau de l'université à côté de chez sa grand-mère. Et donc là, il y a un étudiant qui a dit avec plaisir pour accompagner votre grand-mère faire le marché tous les vendredis matins. Et c'est comme ça que Granny et Charlie s'est lancé. Pour la petite histoire, l'étudiant s'appelait Charles. Et Granny, c'est le surnom de la grand-mère d'Amélie. Du coup, ça fait Granny Charlie. C'est toujours bien d'avoir une petite histoire, le petit truc, le petit... Exactement. Ouais, qui fait la différence. Et donc, Amélie crée ça en mars 2020. Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait qu'elle recherche une ou un associé après quelques mois, enfin après presque une année ? Oui. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, rien ne s'est passé comme prévu, mais tout le temps dans l'entrepreneuriat. Elle a lancé début mars et 2 semaines après, Covid. Oui. Ouais. Quand on est dans des services en présentiel, physique, de l'humain, c'était vraiment le mauvais bail. C'est clair, c'est clair. Je sais de quoi on parle, donc il n'y a pas de souci. tu vois. Voilà. En même temps, ça a été une opportunité assez fabuleuse parce que quand elle a lancé sa plateforme. Donc, elle avait demandé à une agence de faire une plateforme pour que justement et les jeunes et les personnes âgées et les familles puissent s'inscrire. Et donc, elle a lancé cette plateforme
plein Covid, elle s'est dit, je peux pas faire payer. Là, il y a un besoin qui est important, il y a un besoin de solidarité. Donc, je vais laisser ma plateforme en libre service, entre guillemets. Et puis, tout le monde pourra s'inscrire et pourra bénéficier des services gratuitement sur la base du bénévolat. Et côté jeunes, il y a eu aussi un engouement très fort parce que une grande solitude. On s'en rend peut-être pas compte, mais les deux populations les plus touchées par la dépression et le sentiment de solitude en France actuellement, c'est les moins de 25 et les plus de 65 ans. Les plus de 65 ans sont au-dessus, bien au-dessus malheureusement, mais c'est aussi les plus jeunes. Et donc, en quelques mois, ils ont été 3000 à s'inscrire sur la plateforme, partout en France. Ce qui était plutôt chouette. Dans un milieu où on disait que personne ne voulait faire ce métier, accompagner, aider les personnes âgées. 3000 jeunes qui se sont inscrits de moins de 30 ans, ça va. Il n'y a pas une grosse fortune à prendre à la clé, parce que des fois on dit ils le font parce qu'ils sont intéressés à moyen long terme. Là, c'est pas le cas du tout. Là, c'était bénévole au démarrage, donc vraiment c'était juste j'ai envie d'aider une dame à pouvoir faire ses courses parce que elle peut pas sortir parce qu'elle est fragile dans cette période de Covid, et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'Amélie s'est lancée. Ça a été du coup assez fort tout de suite. Et puis, elle s'est rendue compte qu'il y avait besoin d'aide sur la plateforme parce qu'au final, son entreprise, pour l'instant, était très digitale, alors que ce n'était pas forcément son premier objectif au démarrage. Mais du coup, là, en étant full digital, il y avait son frère qui est développeur depuis quelques années, qui l'aidait, mais elle avait envie de quelqu'un qui soit investi dans le projet à plein temps. Donc, c'est à ce moment-là qu'en juillet, elle a cherché quelqu'un. Et donc, moi, en juillet, je regardais les petites annonces. On a échangé et on s'est tout de suite hyper bien entendu. En toute honnêteté, il y a des gens pour s'associer, ils font des trucs de fou. Ils partent en week-end, ils boivent énormément d'alcool et ils voient comment ils réagissent ensemble pour voir s'ils sont compatibles. Nous, c'était très soft. On a fait un restaurant, c'était un japonais qui était à côté de chez nous deux. On a parlé pendant 2h30 au lieu d'1 heure et on s'est dit que c'était cool. Donc le temps qu'elle échange avec d'autres personnes, qu'in fine ça se fasse, que moi je puisse quitter Accor, que je puisse bénéficier d'une aide gouvernementale pour toucher l'allocation chômage et pas être embarrassée. Deuxième petit tips pour ceux qui veulent se lancer. Ça peut être très intéressant de voir si vous avez déjà travaillé pendant 5 ans sans interruption, de plus d'1 semaine. Vous pouvez démissionner de votre poste et bénéficier du chômage pour soit faire une formation, soit vous lancer dans un projet entrepreneurial. Et c'est vrai que je fais pas de politique dans le podcast, mais on retient souvent que des choses négatives de nos politiques, mais quel que soit le bord, la plupart du temps, ils amènent quelque chose. Je vais prendre l'exemple, mon frangin, il avait posté un truc en disant « Je n'ai pas voté pour vous, monsieur Sarkozy, mais merci d'avoir mis en place la rupture conventionnelle. » Là, c'est monsieur Macron qui a mis en place ce système. Et il y a des boîtes dans lesquelles la rupture conventionnelle est impossible par question de philosophie. Ce que je trouve un peu dommage et un peu bête. Moi, c'était surtout que Accor avait un plan de licenciement en cours, un plan social. Okay. Et que dans ce plan social, quand on est en phase de plan social, on n'a pas le droit de faire des ruptures conventionnelles parce que ça pourrait être des dérives. Oui, effectivement. Et moi, mon poste n'était pas du tout visé par le plan social. Je savais d'avance que je ne pourrais pas en faire partie. Et donc, c'était pas par manque de soutien des RH qui, honnêtement, enfin moi, j'ai vraiment adoré mon passage chez Accor, donc je tiens à le dire. Mais comment ? Il faut le dire. Il faut le dire, non, c'est vraiment une entreprise que j'ai adorée. Mais la réglementation, et c'est très bien aussi, parce que si au moment de faire un plan social, au lieu d'avoir des aides, on dit tout le monde passe en tout le monde passe en rupture co, ça serait pas bénéfique. Et donc c'est à cause de ça que j'ai dû démissionner. Ok, voilà, des fois on peut le dire. Parce qu'il y en a certains qui diront non, etc. Moi je pars du principe que on se plaint beaucoup.
je pense, en France. Et quand on regarde un petit peu autour, on se dit que quand on est américain, par exemple, la question, elle se pose même pas. Il n'y a même pas de chômage, de machin, de ceci, on doit se débrouiller. Donc, des fois, regardons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et dans l'entrepreneuriat, on rigole souvent à dire que Pôle emploi est le premier investisseur de l'entrepreneuriat en France. Je valide ta phrase à 200%, et c'est totalement vrai. Quand tu arrives dans la boîte, tu investis une somme d'argent parce que aujourd'hui, sur M6, il y a qui veut être mon associé, on parle de centaines de milliers d'euros, etc. T'es pas obligé de nous dire si c'est quelque chose de secret, sauf si c'est quelque chose de ouvertement dit et autres, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, comment tu es arrivé? Parce que des fois, on peut devenir associé sans forcément mettre de l'argent, mais amener d'autres éléments. Donc, alors, du coup, pour ces sujets-là, généralement, rien n'est vraiment caché. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut retrouver en allant sur Internet le registre. Et donc, c'est assez simple de savoir combien a été mis d'argent au capital. Donc, c'est pas un secret. Nous, on a été au démarrage, en fait, mon associé a été approché par une institution qui, du coup, c'est un peu complexifié la table de capitalisation qui a fait que j'ai dû mettre un certain montant en arrivant pour que ça soit équilibré avec tout le monde. Donc, j'ai racheté des parts, si tu veux, de l'entreprise. C'était pas du tout de l'ordre de 100 000 euros ou 10 000 euros, parce que je n'ai pas ce montant sur mon compte. Mais c'était de l'ordre de quelques milliers. ok. Donc, ça m'a quand même demandé un premier investissement. Mais c'était une situation particulière. Parce que, en fait, ils avaient déjà mis de l'argent. Et donc, forcément, à partir du moment où on valorise l'entreprise, on ne peut plus dire d'un seul coup, en fait, pour toi, l'entreprise est valorisée à 2 euros, alors qu'elle valait déjà 300 000. Bref, un exemple. Pas de souci. Donc, c'est pour expliquer ça. Le fait est aussi que je suis arrivée, le temps d'être opérationnelle sur l'entreprise, de pouvoir justement bénéficier de Pôle emploi, démissionner, etc., ça nous a amené à avril 2021. Donc, l'air de rien, ça faisait 1 an que mon associé était sur le projet. Donc, nous, on est elle est à 60... Puis maintenant, parce on a des investisseurs, mais grosso modo, on est à 60-40 en termes de part de l'entreprise, ce qui s'explique très très bien parce que même si c'était un démarrage, c'est quand même Amélie qui a eu l'idée, qui a fait les premiers business models, qui s'est dit ça va être comme ça et qui a travaillé pendant 1 an dessus. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement pour que les gens qui nous écoutent puissent se dire un petit peu comment ça marche, et puis tu vas nous expliquer de avril 2021 à aujourd'hui ce que vous avez fait, comment vous avez avancé, quelles ont été les difficultés, et puis on parlera de l'avenir à la fin. Ok. Donc Granny Charlie, comment ça marche ? Si on est jeunes, on va dire des jeunes, mais on n'a pas que des jeunes dans nos Charlie, dans nos intervenants. Si on veut accompagner des personnes âgées, c'est assez simple. On s'inscrit sur la plateforme. Ensuite, on suit le chemin de l'inscription qui est assez chronophage. C'est volontaire. Parfois, on nous dit « Oh là là, c'est long », mais on sait. Pourquoi ? Parce que on va les envoyer, entre guillemets, auprès de personnes qui peuvent être fragiles de temps en temps. Et donc, on a besoin de s'assurer d'une de leur motivation, d'une de comprendre qui ils sont, pour pouvoir aussi faire des matchings cohérents. Je vais revenir un peu là-dessus après. Et aussi de vérifier qu'ils sont bien qui ils disent qu'ils sont. Donc, on a, évidemment, on demande certains documents d'identité, casier judiciaire, on a une vérification des pièces d'identité, ça s'appelle du KYC, qu'on fait. On leur demande de nous expliquer leur motivation, leur expérience précédente, que ce soit personnelle, bénévole, associative, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui font aussi de l'associatif en plus de leurs études. Et ensuite, de pouvoir décrire leur personnalité, centre d'intérêt, etc. Et donc, une fois qu'ils ont rempli tout ça, ils font une petite vidéo de présentation qui nous permet parfois soit d'envoyer aux familles une première petite vidéo, soit pour nous de voir comment est-ce qu'ils s'expriment et leurs premières les qualités un peu relationnelles, le savoir-être. Et ensuite, ils peuvent accéder à toutes les missions qui sont
toutes les demandes qui sont sur notre plateforme. Une fois qu'ils font ça, notre équipe, on a notre logiciel qui présélectionne les profils qui correspondent, qui fait un petit filtre par rapport aux candidats. Et ensuite, notre équipe appelle les gens pour s'assurer qu'ils ont bien compris la mission. Et donc là, on peut les mettre en relation pour un premier échange téléphonique avec la famille ou la personne qui a besoin d'accompagnement en direct. Et c'est quoi les missions dont on peut profiter quand on est Granny par rapport à son Charlie? Du coup, de l'autre côté, en fait, on peut faire appel à nous pour beaucoup de choses, principalement tout ce qui ne demande pas une qualification particulière. Donc, tout ce qui est hors habillage, toilette, prise de médicaments, qui sont des actes qui sont régulés, parce qu'il y a un enjeu assez important. Parfois, c'est difficile aussi pour les familles de comprendre ça, parce que... par exemple, moi, ma grand-mère, je suis à côté d'elle, elle va aux toilettes, elle a besoin d'aide pour se rhabiller. Ça me pose aucun problème. Je me dis, c'est sûr, il n'y a pas besoin d'un métier, d'une qualification particulière pour faire ça. Seulement, on touche à la nudité. En fonction de certaines pathologies, on peut blesser les personnes sans s'en rendre compte. Donc, ça demande un métier et c'est une vraie qualification. Du coup, nous, nos Charlie, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de l'aide pour l'entretien du domicile. Ça peut être des petits travaux du quotidien. Par exemple, on en a, ils ont besoin d'aide parce que dans leur maison, ils n'arrivent plus à utiliser, je sais pas, le micro-ondes. C'est quelque chose qui arrive fréquemment ou n'arrive plus à attraper, par exemple, les casseroles parce qu'ils vont avoir un peu d'arthrose. Mais en dehors de cette arthrose, ils sont complètement autonomes. Mais du coup, ils ne peuvent plus se faire à manger. Donc du coup, ils vont cuisiner avec le Charlie. Même parfois, il y a des petits échanges de recettes. C'est assez sympa. Et ils partagent le repas ensemble. Et donc, ça permet d'avoir un moment convivial, un moment d'échange aussi, justement, un peu sur l'héritage culturel de la personne. Et puis, de partager un repas, de s'assurer qu'il n'est pas tout seul pour manger et qu'il mange correctement. Donc, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des loisirs. Il y a certaines personnes qui doivent faire des exercices cognitifs, mais quand on le présente de cette manière, ça fait très médical, ça donne vraiment pas envie de le faire. Ça me rappelle quand j'étais petite et qu'on me demandait de faire des exercices d'orthophoniste, c'était pas le truc fun. Et par contre, quand ma mère me disait viens, on va lire Harry Potter, d'un seul coup, j'étais là. Là, c'est un peu la même chose. Du coup, il y a des étudiants qui vont venir pour parler de sujets, soit dans une langue étrangère, soit de sujets qui les touchent. Et du coup, ça va leur permettre de travailler justement leur cerveau et de faire des petits exercices cognitifs de manière beaucoup plus sympathique en créant du lien. Après, ça peut être aussi de l'accompagnement pour des rendez-vous médicaux. Ça, c'est quelque chose dont souvent, c'est les familles qui nous demandent parce que y a des déserts médicaux partout en France. C'est très compliqué d'avoir accès à certains spécialistes. Et donc, quand on a un rendez-vous chez le médecin le mardi à 11h, qui est là pour accompagner la personne jusqu'au rendez-vous. Et donc, on va avoir des Charlie qui peuvent accompagner au rendez-vous, en profiter pour prendre un café et se décontracter aussi après avoir vu un spécialiste. De temps en temps, ça peut être un peu déprimant ou autre. Et donc là, de passer un moment convivial après, de rentrer, ça peut faire du bien. Est-ce que tu peux nous donner un peu le prix pour les familles et ce que peut gagner un Charlie, parce que c'est important aussi d'avoir ces notions de prix. Bien sûr. Pour un Charlie, c'est à partir de 10 € de salaire net, pas brut, net. Donc je dis à partir parce que en soi, nous on a décidé que c'était un plancher, c'était un plancher, mais il y en a qui sont payés jusqu'à 20 € de l'heure. Tout dépend des zones. C'est sûr qu'à Saint-Tropez, le tarif horaire est différent de celui dans d'autres zones. Et donc du coup, pour les familles, nous par-dessus, on prend 2 € de commission et on a un abonnement sans engagement, on va dire des frais de dossier de 20 € par mois. Ce que ça veut dire aussi, c'est que pour les familles, c'est pas une charge monstrueuse, mais c'est une sécurité mentale grâce à votre organisation. Et mon autre question, elle était aussi du côté Charlie. Est-ce que demain, si je suis salarié et je veux compléter mon revenu qui n'est pas assez haut, est-ce que je peux être Charlie le samedi et le dimanche, par exemple, pour aller aider des personnes âgées? Et en plus, ça me donnera un peu de lien social que j'ai peut-être pas dans ma vie de tous les jours. Complètement.
Pour répondre à ta première question, au niveau des familles, c'est sûr que ça reste un coût dans le sens où parfois on nous dit vous êtes du confort. Alors j'aime pas ça parce que la prévention pour moi c'est pas du confort, c'est justement se soigner. En fait, c'est rester en bonne santé, donc ça devrait être prise en compte de manière beaucoup plus importante dans la société et pas attendre que la personne soit complètement hospitalisée pour se dire « Ah, ça aurait été bien d'avoir une aide avant ». Mais parenthèse fermée, il y a aussi des aides de l'État. Donc, c'est soumis au crédit d'impôt. Donc, il y a 50% qui est pris en charge par l'État, donc qui est remboursé. Donc, pour les familles, ça reste assez léger. Même s'il y a certaines bourses qui ne peuvent pas se permettre, ça c'est sûr. Mais c'est une sécurité qui est bénéfique à plein de niveaux. Le premier, c'est que quand on est âgé, de temps en temps, on a même c'est pas de temps en temps, c'est de manière générale, on a tendance à considérer que vieillesse égale dépression. C'est hyper faux. Il y a plein d'études qui montrent qu'au contraire, plus on vieillit, plus on a de capacité à développer des hormones qui rendent heureux. Donc, on devrait être beaucoup plus heureux quand on est âgé. C'est juste qu'actuellement, en France, quand on est âgé, on est souvent seul et on n'a aucune utilité dans la vie. Et donc ça, c'est ça qui fait qu'on est déprimé. En fait, moi-même, quand il y avait le Covid et que je ne pouvais pas travailler, que j'étais bloquée chez moi, qu'il y avait en plus des travaux de ravalement de façade et que j'étais dans l'obscurité, j'ai eu des moments de dépression. Donc n'importe quel adulte qui vivait comme ça, sans utilité dans ce monde et en voyant personne de la journée, déprime. Du coup, Granny et Charlie, ça a un impact sur le moral qui est hyper important. Et à cet âge-là, un impact sur le moral, c'est un impact sur toute la santé en général. C'est un peu ce que je me répète, mais forcément, quand on est moins déprimé, on mange mieux, on sourit, etc. Et donc, on a plusieurs familles qui nous disent merci beaucoup, ça faisait 6 ans que j'avais pas entendu ma mère rire, je me souvenais même plus de ce que ça faisait. Et vraiment, j'exagère pas, on a eu des familles qui nous ont dit je m'étais pas rendu compte que ma mère en fait était en dépression. On a eu une dame qui s'occupait de sa tante depuis longtemps et qui avait des pathologies assez lourdes. Elle m'a dit à un moment, j'étais dans la maison et donc il y avait une Charlie qui était avec ma mère et elle se baladait dans le jardin et elle papotait sur les plantes. Et j'ai vu ma tante avec un sourire, mais ça faisait des années que je ne l'avais pas vue comme ça. Je suis carrément sortie de la maison de peur de casser ce moment. Et j'avais envie qu'elle reste dans cette petite bulle privilégiée de bonheur. C'était hyper beau. Je me suis dit, mais... Enfin, voilà. Pour moi, c'est un impact qui est incroyable et sur la famille et sur la personne âgée et aussi sur le Charlie parce que beaucoup, ils nous disent, moi, ce qui est important, c'est aussi de me sentir utile. Il y en a qui sont... il y a des étudiants Erasmus, par exemple, et donc ils se sentent un peu seuls. On a des familles qui font découvrir l'histoire de la ville parce qu'ils sont là depuis des années. On a une famille qui est incroyable à Bourges et qui, à chaque fois qu'il y a un Charlie qui vient chez eux, mais ils tombent amoureux de toute sa famille et de la ville et ils reviennent en vacances. Enfin, bref, c'est incroyable. Mais tout ça pour dire que c'est très bénéfique pour l'entourage et c'est une sorte de cercle vertueux pour beaucoup plus qu'une seule personne. La deuxième question qui était liée à l'âge des Charlie, on a 70% qui sont étudiants et le reste, ce sont soit des jeunes actifs, qui, exactement comme ce que tu as dit, qui en fait ont envie de aussi pouvoir voir... se rendre utile d'une certaine manière tout en pouvant arrondir ses fins de mois. Même si ce n'est pas l'objectif premier, ça fait du bien aussi au portefeuille. Et donc, on a plusieurs salariés qui travaillent en RH, donc aucun rapport. On a des personnes dans l'administration, enfin, je veux dire, on a même un informaticien, enfin, ça peut être des profils très, très variés. Ce qu'il faut savoir, là, petit point juridique, il faut toujours vérifier son contrat et demander l'autorisation à son entreprise pour avoir un autre statut, un autre emploi. Mais c'est clairement compatible. Et aussi, on a des jeunes mères qui veulent retrouver un emploi, mais avec un emploi du temps très flexible.
Et donc, ça leur permet d'avoir cet emploi pour lesquels elles peuvent disposer facilement des horaires. Et on a des jeunes retraités aussi qui, de temps en temps, postulent chez nous. Il y a certaines familles qui sont rassurées à l'idée de savoir que c'est des personnes avec de l'expérience qui sont aussi auprès de leurs proches. Il y en a qui disent c'est génial l'intergénérationnel parce que c'est revigorant, entre guillemets, d'avoir des petits jeunes à la maison. Et puis il y en a qui préfèrent être rassurés en se disant c'est quelqu'un qui a 60 ans, j'ai confiance dans le fait que s'il y a un problème, il pourra réagir avec ma mère ou mon père. Et donc, on a des jeunes retraités et ça nous permet aussi de toucher des zones plus rurales. Alors, maintenant qu'on a parlé de ce qu'est Granier et Charlie, est-ce que tu pourrais me parler d'une réussite, mais aussi d'une difficulté que vous avez eue dans cette création d'entreprise, réussite ou difficultés qui peuvent être actuelles ou passées, juste pour que les gens puissent se dire... il y a des choses bien, puis il y a des choses difficiles aussi à faire dans l'entrepreneuriat, mais ce qui n'empêche pas de voir le positif et de voir que vous avez une vraie utilité sociale. En fait, on a eu certaines grosses réussites, mais comment dire, en fait, il y a une grande différence entre ce qui est vu comme une grosse réussite d'un point de vue de la société, même de mon entourage, et mes réussites personnelles. Je vais dire quelque chose de stupide, mais par exemple, quand en ce moment, je m'occupe pas mal des relations presse, quand on a un article dans des grands magazines, je vais avoir des petits messages « Oh waouh, je t'ai vu dans le journal, etc. T'es passé sur BFM, super ». C'est très chouette. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis ça veut dire qu'on a de la visibilité, les gens entendent parler de nous, c'est positif. En soi, j'adore ce que font les journalistes, hein. C'est pas le sujet, mais on va dire que ma valeur ajoutée quand je suis passée dans un journal télé, elle est proche de zéro, quoi. C'est pas un exploit en soi, c'est plutôt le journaliste qui s'est dit ça peut être intéressant et du coup c'était chouette. Par contre, de temps en temps, moi, à titre personnel, j'ai fait du développement pendant mes études et ensuite, j'étais plus en gestion de projet. Donc, pour mes activités de mécénat, j'ai fait quelques sites internet, mais d'un point de vue technique, il n'y avait pas d'enjeu très fort. Et donc, de temps en temps, on a des vraies problématiques techniques avec Granier Charlie. Et quand j'arrive à les comprendre, à les cerner et à résoudre les problèmes ou à imaginer une certaine infrastructure qui va faire que ça va être hyper bénéfique pour notre entreprise, je me sens hyper fière. Je me dis... c'est bon, là, je monte en compétences, j'apprends plein de choses, je suis trop fière de moi. L'impact, mais même à l'intérieur de Granier Charlie, parfois n'est pas vu. Mais c'est une réussite personnelle. Donc, il y a plein de petites réussites. Pour être un peu plus pragmatique et répondre à ta question, ce que je trouve dur, et ce qu'on s'est dit aussi avec Amélie qui est dur, c'est que l'entrepreneuriat, on nous montre souvent des histoires de... oh waouh, en un mois, j'ai fait 200 000 € de chiffre d'affaires. C'est incroyable. Et c'est chouette, mais c'est vraiment pas la norme. C'est pire que pas la norme. C'est-à-dire que c'est des exceptions qui se comptent sur les doigts d'une main. Et donc, nous, ça fait 2 ans qu'on travaille. On travaille vraiment beaucoup dessus. Et on est hyper fiers du travail qu'on a fait. On voit l'impact sur les familles. On se dit... on a des impacts sur des vies humaines. En fait, même si c'est pas 1000 personnes qu'on a touchées, même les 150 clients qu'on a actuellement, mais on se dit, mais on les aide à vieillir de manière décente et en ayant un impact sur leur morale, sur leur santé et sur tout leur environnement. Il n'y a pas de petite victoire quand on impacte la vie des gens et la santé des gens. Donc moi, ça me pousse. En même temps, j'aimerais bien pouvoir partir en vacances plus souvent, c'est même pas partir en vacances, c'est avoir des vacances, avoir l'esprit léger, m'endormir en me disant c'est bon, ma to-do est faite, et pas me dire vite, pense que demain matin il faut que tu fasses ça. C'est vrai que c'est une forte charge mentale et qui dans la durée peut être un peu fatigante. Et c'est pour ça que je reprenais tout à l'heure l'exemple de qui veut être mon associé.
c'est que je trouve très bien de vulgariser l'entrepreneuriat, des gens qui démarrent de zéro, et on en a pas mal dans cette émission, mais on a aussi ceux qui arrivent et qui disent je veux soulever 400 000, 500 000 et je prévois de faire 8 millions de chiffre d'affaires et tout. Là où tu as raison, c'est que c'est pas le grand public entre guillemets de l'entrepreneuriat, c'est plus des exceptions. Et là où tu as raison, c'est que la charge mentale, quand on parle de to-do list, elle fait souvent 9 pages et puis on se dit on en rajoute. Alors bien sûr qu'après on reprend une bonne to-do list à la journée pour éviter d'être complètement fou et de dire j'ai jamais fini et je dors pas. Mais là où tu as raison, c'est que le week-end, un entrepreneur, il y a peu d'entrepreneurs aujourd'hui qui peuvent dire samedi, dimanche, je pense qu'à moi. Il y a toujours un moment. Et alors, quand vous avez des enfants, il y a des moments où vous pouvez pas penser à votre entreprise, vous êtes lancé dans le truc, vous les accompagnez dans le sport et tout. Mais il y a des dimanches matins où, là où d'autres vont flâner en disant j'ai été dans tel endroit, j'ai été faire une brocante et tout, nous, on est sur l'ordinateur, et je dis nous parce que je partage ton point de vue. C'est une bonne chose parce qu'on s'investit et on sait que c'est pour le long terme, mais il y a des moments où on en fait trop. Mais la difficulté, c'est d'être capable de prendre la distance. Et puis il y a des moments des phases dans l'entreprise où on a du mal à prendre cette distance. Complètement. Et ça, c'est un point que j'avais pas du tout anticipé. Pourquoi ? Parce qu'avec mon naturel à faire beaucoup de choses, j'ai l'habitude de gérer 1000 projets en même temps. Et ça m'a jamais dérangée. Vraiment, quand je te dis que je suis sportive, je suis pas sportive de haut niveau, mais j'adore pratiquer du sport. Quand j'ai le temps, je pourrais en faire tous les jours. Ça me fait du bien. Et puis, j'apprécie. Je suis très proche de mes amis. C'est hyper important pour moi. Ma famille aussi. J'ai mon mari. Enfin, je veux dire, j'ai besoin d'avoir des activités multiples. À une époque, j'avais un groupe de musique aussi. Je faisais du bénévolat, j'ai mon entreprise. Enfin bref, j'aime bien avoir plein de projets. Avec Granny et Charlie, ce qui a été fou, c'est que je me suis dit, ça va être génial pour ma personnalité. Parce que je vais enfin pouvoir faire tous les métiers que je veux en un. Et c'est vrai. Mais la contrepartie, c'est qu'en fait, tout est focus sur une seule chose. Et pour mon cerveau, c'est beaucoup plus fatigant. Deuxième point, c'est qu'avant, quand je fatiguais, je disais c'est bon, on sauve pas des vies. Le fait de travailler dans des métiers qui étaient pas du tout bullshit, parce que c'était pas bullshit mes métiers, mais c'est juste que je travaillais pas mal pour des grandes entreprises. L'impact, si j'étais malade ou absente, oui, forcément, il y avait un impact, mais bon. Le sens était éloigné. Le sens était éloigné, exactement. Ça allait impacter 3-4 personnes, mais pas sur leur vie. Vraiment, ça allait. Et donc là, si le week-end, on a envie de fermer la ligne d'urgence parce qu'on est fatigué, malade, on peut pas. Parce que s'il y a un problème, il faut qu'on soit en mesure de répondre. Si le soir, il y a... et ça nous est arrivé une fois, malheureusement, il y a une granny qui est décédée le soir, il faut qu'on soit en mesure de répondre à des moments d'urgence comme ça. Et donc, quand, par exemple, on a un Charlie qui, le soir de Noël, dit en fait, je suis fatigué, je vais pas pouvoir venir, le soir de Noël, il faut qu'on trouve un remplacement. Donc du coup, la différence, elle est là. C'est que j'étais dans une attente de sens, mais vraiment très profonde, et je me rends compte aujourd'hui que je suis hyper contente de ça, mais il faut pas sous-estimer aussi l'impact que ça peut avoir. Et je comprends, alors j'ai pas du tout le même niveau, mais je comprends certains milieux hospitaliers où il y a beaucoup de burn-out parce que ils sont pas beaucoup payés, on a des grandes attentes sur eux, et du coup ils se donnent, mais ils se saignent. Et vraiment, quand je dis se saignent, j'ai de la famille qui a travaillé dans ces milieux-là, des amis très proches, il y en a beaucoup qui ont fait des burn-out parce qu'en fait, ils se rendaient compte que pour être en bonne santé, eux, il fallait qu'ils donnent un niveau de soins qui allait impacter la santé de leurs patients. Et donc, du coup, c'est presque un choix entre ta santé personnelle ou la santé de tes patients. C'est horrible à choisir. C'est vraiment... je comprends qu'il y ait autant de burn-out parce que tu te dis, soit je prends la distance pour rester moi en bonne santé parce qu'en fait, vu qu'on ne me met pas les moyens, je suis obligée de faire un minimum par rapport à ce que je devrais. Soit tu te dis, tant pis, je donne tout. Mais en fait, tu surchauffes. Et donc, pour l'entrepreneuriat à impact, je pense que ça doit être la même chose dans l'associatif. C'est super parce que tu te sens
utile. Tu as les bénéfices des gens. Enfin, je fais aussi un peu de coaching de temps en temps. Là, ce matin, j'avais un coaching et personne me disait vraiment merci beaucoup, Lucille, bravo pour ton coaching, ça me fait vraiment du bien. Je me sens bien, je me sens heureux. Je me dis, j'ai un impact sur la société. C'est tout ce dont je rêve depuis que je suis petite. Moi, mon objectif, c'est que si je meurs demain, je me dis, ma vie, elle n'aurait pas été vaine. Elle aura servi à quelque chose dans l'humanité. Après, sachant mes regarder, hein, mais et du coup, je suis hyper contente de là où je suis, mais c'est sûr que ça fatigue plus que d'autres activités. C'est quoi l'avenir pour Granier et Charlie en termes de besoins? Là, on est sur le podcast, il y a le micro, donc si, je sais pas, vous cherchez un investisseur complémentaire, si vous cherchez des mutuelles pour vous soutenir ou des fonds de prévoyance. Enfin bref, l'idée c'est de dire si vous avez besoin de certaines choses, prenons le parti de ce micro et n'hésite pas à le partager. C'est adorable. Pour donner la vision de Granier Charlie, là à date, on a clôturé une levée de fonds en novembre, notre première levée de fonds. Donc c'est pour ça qu'on a un board d'investisseurs qui sont assez incroyables. On ne voulait pas avoir des fonds random, on avait besoin de personnes qui pouvaient aussi accélérer l'entreprise. Donc on a des experts du secteur, on a des personnes qui sont spécialisées justement dans l'assurance, parce qu'il y a beaucoup de synergie avec ce secteur-là. On a des personnes qui ont créé des sociétés de services à la personne, d'autres qui sont anciens ministres de la Santé. Donc on a vraiment des mentors à notre board et c'est tout ce qu'on recherchait. Donc on a été très chanceuse, enfin je ne sais pas si chanceuse c'est le terme, mais en tout cas on est très contente de là où on est. Là maintenant on est dans une phase où il faut qu'on montre qu'on sait délivrer. Et donc ça c'est le deuxième challenge, c'est-à-dire que quand tu as plus d'argent, il y a d'autres sujets qui arrivent, la structuration, le RH en interne, etc., qui demandent encore une fois de développer des nouvelles compétences et donc de se réorganiser pour avoir le même niveau de service tout en onboardant des gens, etc. Donc nous, on cherche à continuer de croître. Là, notre équipe, elle est stabilisée, elle est formée, donc on est hyper content. Et donc, on se dit, go, let's go. On cherche plutôt des partenariats avec des prescripteurs. Donc, c'est des personnes qui peuvent recommander nos services parce qu'ils ont compris tous les bienfaits de ces services-là. Donc, il y en a de plusieurs types. On a des prescripteurs médicaux. Donc là, il n'y a rien de financier. C'est vraiment juste parce qu'ils se disent pour la santé de mes patients, ça peut être une bonne idée. Il y a des assurances aussi avec lesquelles on est en discussion. Pourquoi ? Parce que ce qu'on fait, c'est de la prévention. On permet aux gens de rester en bonne santé plus longtemps. Et il y a eu une étude aux États-Unis, il y a une licorne qui fait ce qu'on fait actuellement. Mais bon, sur le marché américain, c'est assez différent. Qui a travaillé avec des mutuelles et qui a fait une étude pendant plus d'1 an sur la santé de ses bénéficiaires et qui s'est rendu compte qu'avec un Charlie qui vient l'équivalent de 1 demi-heure par semaine, ça permettait à cette personne-là, la Granny, de réduire de 33% ses dépenses en santé. C'est énorme. En fait, tu divises par 3 tes dépenses de santé. Pourquoi ? Parce qu'en gros, tu as moins besoin de médicaments. Tu aides ton corps à produire tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé parce que tu marches plus, tu parles et donc tu actives tout ce dont tu as besoin. Ça veut dire aussi que tu as moins d'hospitalisation. Une hospitalisation, ça coûte très, très cher. Ça coûte pas cher pour nous, on s'en rend pas compte. Pour l'assurance mutuelle, ça coûte cher. Pour la Sécu, ça coûte cher. Et donc, on travaille avec des assurances parce que pour eux, c'est tout bénef de prescrire, entre guillemets, Granier Charlie. Parce que, encore une fois, un cercle vertueux. Le patient, il gagne. Sa famille, il gagne. La société, il gagne puisque ça permet d'avoir des jobs étudiants qui font sens. Et aussi, l'assurance gagne de l'argent, enfin, fait des économies d'argent dessus. Votre développement à moyen terme, vous avez déjà une idée de où vous voulez être dans 5 ans par rapport à ce nombre de clients et autres, vous avez déjà une vision et donc dans ma question c'est est-ce que vous savez ce qui vous manque encore en interne pour développer uniquement d'avoir plus d'abonnés
ou est-ce que vous avez besoin aussi d'autres choses? Et donc c'est encore une fois l'occasion du micro. En fait, on a besoin de se faire connaître. Pourquoi ? Parce que c'est pas encore un réflexe en France de se dire mon père ou ma mère va bien, mais elle est déprimée. Déjà, comprendre que son père ou sa mère est déprimé, c'est pas forcément facile. C'est pas facile à intégrer. C'est pas facile de voir aussi ses parents perdre en autonomie. Parfois, on n'a pas envie de l'accepter intérieurement. Et donc, les gens attendent beaucoup qu'il y ait une chute ou un accident avant de prendre des mesures. Et donc, nous, on fait un travail de fourmi pour essayer de dire la prévention, c'est important et mettez en place des choses avant que ça soit trop tard, entre guillemets. Et donc ça, c'est un enjeu qui est très fort. Et donc c'est pour ça que quand je te disais que je faisais des relations presse, c'est parce qu'il y a besoin de faire connaître que ça existe. En fait, on ne peut pas penser à quelque chose quand on ne sait même pas que ça existe. C'est comme si on n'a pas de mots pour quelque chose, du coup, on peut pas le conscientiser. Donc, on a un vrai travail de se faire connaître et c'est pour ça qu'on cherche des prescripteurs, que ça soit au niveau médical, au niveau de la presse. On essaye de faire des plateaux, d'avoir des petits papiers dans les journaux régionaux. Et donc, se faire connaître, c'est le plus important. Faire comprendre aux gens que c'est pas du confort, que c'est mieux qu'un médicament, que c'est faire confiance aussi à tout ce que le corps est capable de produire. Et donc pour ça, on a des enjeux de notoriété qui sont très forts. Et puis après, pour notre secteur, on va dire qu'en termes de développement, on est plutôt bien avancé par rapport à d'autres concurrents, ou quand on voit des modèles qu'on a sur le marché qui ont 7 ans de plus, on voit qu'on a 2 ans d'avance. Mais en attendant, ça reste un secteur qui est lent. On va pas être une licorne demain. Nous, à moins de 3 ans, objectif 2025, on a un objectif de rentabilité. Et dans 5 ans, nous, on aimerait bien pouvoir s'étendre à l'Europe. Parce que, et même à l'international, on a détecté que le problème du vieillissement, il est important et non adressé dans beaucoup de pays en Europe, au Japon, au Canada, aux États-Unis. Il y a un marché qui est là. Donc, nous, on n'a pas de limite. Ok, je pense qu'on va terminer là-dessus. Et puis, moi, je vais terminer complètement. Ça aura été un podcast. Et pour moi, c'était important de le faire parce que je me dis, après tout, je pourrais réécouter ma voix dégueulasse. Excusez-moi pour le mot, mais elle est réelle. C'est vraiment carrément ça. Donc, au moins, comme ça, tu vois, je vais garder un souvenir pour l'histoire. Merci beaucoup pour ce sacrifice. Ah non, merci d'être venu déjà, par principe. Vraiment, merci Lucille pour tout ce partage parce que, et on en reparlera et j'aurais aimé développer un peu plus, mais là je pense que je vais me limiter. Mais effectivement, il y a un lien avec votre histoire, est un cadeau parce que je pense qu'on est dans ce côté aussi transmission. Ce que tu as dit avec les recettes, pour moi ça me parle énormément dans ce que je suis en train de construire. Donc on sait qu'à l'avenir on se reparlera sur dans d'autres médias, sur d'autres éléments. Mais en tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps de partager. Et l'idée, c'est que si vous êtes intéressé par Granier Charlie, forcément, j'aurai tout mis dans les notes du podcast au moment où il sera diffusé pour que vous puissiez vous y intéresser et je suppose que s'ils vont sur le site internet, ils auront réponse à toutes leurs questions. Donc, tout à fait. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas que la plupart des gens, si je ne me trompe pas, tu me dis si je me trompe, mais qui utilisent ou recommandent Granier Charlie, c'est plutôt les enfants des grannies que les grannies directement. Exactement, ouais. C'est... on va dire les 3/4. Voilà. Lucille, merci beaucoup. On va pouvoir continuer cette discussion hors micro avec une voix dégueulasse, mais on s'en fout quand c'est hors micro. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi.
Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.